Vous écoutez actuellement une version possiblement altérée de cet épisode. Ce podcast contient des extraits de musique utilisés dans le cadre du droit de citation courte. L'algorithme repérant ces extraits propose une démonétisation de la vidéo avec des coupures des 10 extraits ou une monétisation par les ayants droit, leur permettant d'ajouter des publicités pendant l'épisode. La couleur de l'art est un podcast produit par le studio La Clameur Podcast Social Club qui prend le parti d'offrir du contenu sans publicité. La couleur de l'art choisit donc la démonétisation avec la coupure d'extrait. Pour écouter la version complète et non altérée de cet épisode, nous vous renvoyons vers les plateformes de streaming audio. La transcription de l'épisode est aussi disponible en lien dans la description. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Nous sommes en 2021 et depuis l'avènement du mouvement MeToo sur les violences sexistes et sexuelles, les hashtags de témoignages se multiplient, incluant souvent des dénonciations de racisme. Paye ton racisme, balance ton raciste. Même Instagram s'y est mis avec le Blackout Tuesday en réaction au mouvement états-unien Black Lives Matter. Pourtant, dans le monde de l'art, la parole semble encore bien verrouillée. 2 hashtags et comptes de témoignages ont récemment vu le jour. Balance ton école d'art et balance ton anime. Avant ça, quelques affaires avaient bien vu le jour. En 2018, des salariés d'une boîte de nettoyage engagée par l'École des Beaux-Arts de Paris dénonçaient le harcèlement raciste de l'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Des étudiants et étudiantes s'étaient organisés pour les soutenir. Dans le même temps, des étudiantes dénonçaient des cas d'agression sexuelle au sein de l'école. S'en était suivie la démission du directeur de l'époque, qui rapportait avoir été victime d'une féroce cabale féministe dans les tribunes du Figaro. La même année, l'école privée Émile Cole s'était aussi retrouvée dans la tourmente. Tentant d'ouvrir une antenne aux États-Unis, elle avait été accusée de blackwashing. En effet, dans l'une des photographies promouvant ce nouveau programme, des élèves blancs avaient été noircis pour donner une impression de diversité. L'école réfute avoir été à l'initiative et accuse son prestataire. Elle enterre l'affaire. Le racisme dans le milieu de l'art, je peux vous en parler. J'en ai moi-même fait les frais. J'ai été étudiante dans une école d'art privée pendant 2 ans. Et le racisme, c'était pas qu'à l'école. Je me souviens encore d'une anecdote vécue avec Mahon Camarade, désormais bien connu pour ses superbes courts-métrages et son militantisme à propos de la non-binarité, Kelsey Fung. Je précise que Kelsey n'est pas noire mais d'origine vietnamienne et que je suis personnellement noire light skin. Plantons le décor. C'est notre premier festival d'Angoulême, nous étions 3 avec une amie blanche. C'était en plein hiver. On se pose pour manger notre sandwich sur un très grand escalier de la galerie marchande, et là, débarque un gars de la sécurité. Encore et toujours eux. Et qu'est-ce que vous foutez là? Ah mais vous pouvez pas vous asseoir comme ça sur les marches, hein, là vous gênez tout le monde. Hein. On se regarde, on ne gêne personne. On se retourne, il y a une dame blanche et ses 2 enfants qui sont assis et font exactement la même chose que nous. Non mais elle c'est pas pareil, elle a des enfants. Bon, ok. On se déplace. On va s'asseoir sur les sièges. Kelsey se met en tailleur, et 10 minutes après, le même individu. Non mais ça va pas du tout là, vous vous asseyez comme ça chez vous? Il donne alors littéralement un coup de pied dans la porte de secours et nous met dehors en hurlant. Allez dégagez, et que je ne revoie plus. On a fini notre sandwich en se caillant dehors. Alors je vous avoue, sur le coup, on n'a rien compris. Plus tard, en retrouvant des camarades, on leur a demandé où est-ce qu'ils avaient mangé. Dans la galerie marchande, nous répondent-ils. Mais vous avez croisé l'agent de sécu? Ouais. Mais il vous a rien dit? Non, il leur avait rien dit. D'ailleurs, nos camarades ne voyaient pas bien où on voulait en venir. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À l'école, on était minoritaire. On entendait des rumeurs, avérées par la suite, sur des profs qui prenaient des étudiants noirs comme modèles en expliquant comment dessiner un profil négroïde. Moi aussi je suis peintre. Vous devriez la faire poser nue, ces créatures sont de vraies déesses. En attendant,
je vais vous confier une méthode fiable pour dessiner les noirs. Vous voyez, ce qui fait la spécificité du nègre, c'est la courbure de l'angle facial. Vous comprenez? Приятель, я не понимаю, что ты мне говоришь. Vous êtes étranger? C'est pas grave. Tenez, c'est la base du travail. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de dessiner d'après nature si vous n'avez pas des rudiments de théorie anatomique. Parce que les personnes noires en Europe ont longtemps été plutôt l'objet d'études que l'étudiant. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? J'aurais pu faire un épisode où l'on entend une multiplication de témoignages, tous les plus violents les uns que les autres. Et je sais qu'ils sont légion. Mais avec mon invité Kageri, on s'est fait cette réflexion. Mais j'ai pas envie, tu sais, qu'on se concentre ou qu'on ait l'impression, par exemple, que je dors pas la nuit et que ça m'a marqué, que ma vie elle est liée du coup à l'école ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça a été malheureusement ce que j'ai traversé dans mon cursus scolaire est incroyablement banal et je pense que n'importe quelle personne racisée dira les mêmes choses ou aura les mêmes pensées que moi. C'est-à-dire qu'on a malheureusement tous fait face à ces micro-agressions constantes qui te limitent et en fait qui t'empêchent d'exploiter complètement ton potentiel. Et j'ai pas envie d'être limité à ça parce que c'est à ce moment-là tu te soumets un peu à leur narration entre guillemets. J'ai vraiment envie de dépasser ça et je trouve qu'on a les possibilités et les moyens de dépasser ça. Du coup, à la place, j'ai préféré prendre le temps d'une discussion plus longue et posée avec deux personnes. Nocturne, une femme noire mangaka qui habite au Japon et qui est passée dans une école publique de design, et Kageri, un homme noir qui est passé par une école d'art privé. Ensemble, on a décortiqué nos expériences. Ce qui était évident, comme les agressions frontales, mais aussi ce qui ne l'était pas. La survisibilité d'être un homme noir au milieu d'une école à majorité blanche. Le fait de voir que parmi la promotion, toutes les personnes qui ont abandonné sont majoritairement non blanches. Le fait de se demander « Est-ce que je suis jugée sur mon art ou sur des préjugés ?» Si je représente des personnages noirs, comment est-ce que mes professeurs vont le prendre? Et au fait, est-ce que j'ai des exemples d'artistes noirs desquels m'inspirer? La couleur de l'art. Le podcast qui traite de la question de la race dans l'art. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent, tu vois. On ne peut séparer le problème du sort de l'art africain du problème du sort de l'homme africain. Et pour vous, quelle est la couleur de l'art? Avant toute chose, je vais laisser mes deux invités se présenter comme ils et elles l'entendent. Moi, c'est Kageri, artiste, background artiste et concept artiste. Je suis sorti de l'école l'année dernière en première année de master d'animation et j'avais fait la prépa de l'atelier de Sèvres avant. Donc en ce moment, je bosse sur plusieurs projets. Je travaille sur du coup la réalisation de courts-métrages pour le Musée national d'art de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Et je bosse également avec le Dartmouth College aux États-Unis, une des universités de l'Ivy League, sur un court-métrage qui a pour sujet l'afrofuturisme et également les technologies, les nouvelles technologies et comment est-ce qu'elles peuvent continuer d'impliquer du racisme. Donc voilà. Je m'appelle Nocturne, je suis noire, techniquement métisse, mais j'aime pas ce mot pour des raisons que j'expliquerai si ça t'intéresse. Et j'ai 27 ans et je vis au Japon depuis 2017. Et je dessine des mangas et écris un peu aussi, mais ça c'est plus un hobby. Je dessine surtout des mangas et écris les propres scénarios de mes mangas depuis longtemps. Mais je veux en faire mon métier depuis que j'ai 11 ans. Je suis aussi queer et ça influe pas mal sur mon travail, donc c'est pour ça que j'en parle. Et voilà. Alors Nocturne s'est elle-même définie comme une personne noire sans que je le lui demande. Elle a introduit tout de suite le fait qu'elle n'appréciait pas le terme métisse. Je lui ai demandé de développer.
En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai quelques problèmes avec le mot métis, c'est que c'est souvent pensé comme cette catégorie un peu ni noir ni blanc. Moi, j'utilise un peu pour moi, c'est un peu être la noire de Schrödinger. Parce que quand je suis au milieu des personnes blanches, je suis noire. Et quand je suis au milieu de personnes noires, je ne suis plus noire. Mais je ne suis pas blanche non plus, tu vois. Donc, et cette catégorie de métis, en fait, a souvent plus été utilisée contre moi pour me séparer des autres personnes noires et pour un peu me gaslight sur le racisme que je vivais, plutôt que comme vraiment un marqueur identitaire dans lequel qui m'attire et dont j'ai envie de revendiquer, en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à dire que je suis noire, light skin, parce que ça, par contre, c'est vrai que toutes les questions de colorisme, et cetera, ça, c'est très important et ça me semble important d'en parler. Et je suis light skin, j'ai des privilèges en tant que telle. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un peu cette espèce de bloubi-boulga autour de light skin, métis, alors que toutes les personnes métisses sont pas light skin, toutes les personnes light skin sont pas métisses, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à dire que je suis noire light skin parce que quand je revendique mon identité, je revendique aussi ce que je vis avec cette identité et mon vécu est plus proche d'une personne noire, en fait. Je suis pas blanche et noire. Quand quelqu'un me voit, la première chose qui se dit, c'est ah, cette meuf est noire. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas très fan du terme métisse. Dans l'épisode précédent, je posais la même question à Adeline Rapon qui, si vous vous souvenez, m'a fait une réponse totalement différente. Je vous laisse aller le réécouter si vous voulez comparer leurs avis. Kageri, de son côté, se définit comme noir et afrodescendant. Est-ce que je me considère comme une personne noire? Oui, à 100%, mais pas africain, vraiment afrodescendant, parce que je suis né, j'ai grandi en France, de deux parents immigrés, du coup. Et je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que je suis ou est-ce que je suis pas. Je le suis complètement. J'ai la culture, oui, j'ai reçu la culture congolaise, africaine. J'étais quand même pas mal baigné dans la culture française et je me considère comme afro-descendant plus que africain parce que je n'ai pas eu la même expérience tout simplement que les personnes qui vivent dans les pays d'Afrique. J'ai vraiment vécu je suis un petit Européen, quoi. Voilà, mais complètement une personne noire. Je leur ai ensuite demandé à tous les deux de nous en dire un peu plus sur leur parcours artistique. Pour éviter les procès en diffamation, parce que ni moi ni mes invités n'avons le temps ni l'argent pour contrer la justice des puissants, nous avons anonymisé les noms des écoles sur lesquelles ils témoignent négativement. Le but de cet épisode n'est pas d'incriminer une école en particulier, mais bien de souligner le caractère systémique du racisme au sein de l'enseignement artistique en France. Nocturne et Kageri ont eu des parcours très différents. Nocturne a été animée par la passion du dessin dès son plus jeune âge. À 11 ans, elle avait décidé d'être mangaka. Elle s'est donc orientée le plus vite possible vers les études d'art, non sans détour. Après être passée par des études de langue pour apprendre le japonais sur les conseils de sa mère, elle a fait une mise à niveau en art appliqué dans une prestigieuse école d'art publique française, où elle a malheureusement subi un burn-out. Puis elle a emménagé au Japon. Face au prix élevé de l'enseignement au Japon, elle a trouvé un job de professeur d'anglais tout en continuant de travailler sur son manga. Kageri, lui, s'est tourné vers ce métier un peu plus tard. Autour de ses 20 ans, il a rejoint l'atelier de Sèvres à Paris avant d'intégrer une école privée de dessin. Il s'est ensuite vite inséré dans la vie professionnelle. Je pense que cette différence d'âge dans le début de leur évolution au sein du monde artistique a pu avoir un impact sur leurs parcours respectifs, et notamment sur la façon dont ils et elles qualifient leur expérience du racisme au sein de ces espaces. On en parlera un peu plus tard. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai choisi sciemment d'avoir une discussion approfondie sur deux parcours de vie de deux personnes aux profils différents. Vous n'allez donc pas entendre une collection d'anecdotes racistes les unes à la suite des autres. Pour le dominant porn, allez voir ailleurs. En revanche, si vous êtes vous-même une personne noire, ces expériences peuvent faire écho à votre vécu et, bien que contextualisées dans la vie de chacun et chacune de mes invités, elles peuvent être violentes à entendre.
Je vous conseille donc d'être dans de bonnes dispositions pour écouter la suite. Pour attaquer dans le vif du sujet, je leur ai demandé, justement à tous les deux, de nous parler de leur expérience du racisme dans ces écoles. Je réfléchis. Oui, et je ne suis pas. Enfin, mes réactions à ce moment-là, si je pouvais retourner dans le passé, je pense que je me foutrais une petite gifle parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment. Enfin, tout mon parcours scolaire, même avant le parcours artistique, a été dans des écoles. Enfin, mes parents, ils se sont vraiment donnés, fatigués pour me mettre dans des écoles privées, donc du coup majoritairement blanches. Donc en fait, les micro-agressions, je me rends compte maintenant avec le recul que j'en avais juste pris l'habitude parce que j'ai toujours été dans un milieu, dans un collège majoritairement blanc, dans un lycée majoritairement blanc. J'arrive en prépa à l'atelier de Sèvres, je suis le seul noir. J'arrive à l'école, on est 2 sur 400 élèves. Quand je dis 2, c'était pas seulement mon niveau, c'était vraiment dans toute l'école. Donc il y a toujours eu cet effet minoritaire qui, au final, auquel je suis habitué. Et au final, ça fait on devient un peu insensible aux micro-agressions. Donc oui, à l'atelier de Sèvres, honnêtement, non. Alors chacun a son expérience, donc je veux absolument pas dire cette école c'est comme ça, l'autre école elle est comme ça. Mais honnêtement, moi à l'atelier de Sèvres, j'ai eu une bonne expérience en termes d'éducation. Parce que j'ai eu des bons profs, en particulier ma prof d'histoire de l'art à l'atelier de Sèvres qui me donnait des bons tips et qui a été un peu la première à me dire n'hésite pas à te tourner vers la culture avec laquelle tu as grandi en fait, parce que c'est ça qui va nourrir ton art. Donc, alors que j'avais quasiment aucune notion en dessin quand j'ai commencé la prépa. Je suis arrivé à 21 ans, je sais même plus quel âge j'avais, 21 ans, 22 ans, un truc comme ça, avec mon crayon et ma feuille. J'avais jamais touché une tablette graphique de ma vie. Et donc du coup, la THF, ça allait. Après, à l'école, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu cette sensation quand t'es une personne racisée, on a forcément entendu ses parents te dire une fois, il va falloir que tu bosses plus que les autres. Moi qui viens d'un milieu quand même, j'ai pas eu à, on n'a pas eu de problème financier ou quoi que ce soit. On avait une maison, j'étais vraiment pas à me plaindre. Du coup, forcément, ce genre de leçons, elles peuvent un peu sonner creux quand t'es gamin, parce que tu dis oui, enfin, non, quoi. Et c'est là que ces mots ont vraiment pris sens pour moi et que je me suis dit, ah ouais, ah oui, non, en effet, il y a une différence, sans parler d'agression raciste directement, il y a quand même une différence de traitement en fonction de est-ce que tu es une personne racisée ou pas. À propos des avertissements que font les parents noirs à leurs enfants, c'est quelque chose d'assez intéressant. Kageri m'a dit venir d'un milieu plutôt aisé. Il a payé un atelier et une école d'art privée à un prix assez élevé. Pour Nocturne, en revanche, sa classe sociale a énormément joué dans son parcours. Tous les deux n'ont pas entamé leurs études d'art au même âge. Et malgré toutes ces différences, l'un et l'autre ont été mis en garde par leurs parents sur ce qui les attendait. Ma mère aussi a toujours beaucoup eu confiance en moi, mais il y a eu un moment et c'était à la fin du lycée, justement quand il s'est posé la question de dans quelle école j'allais aller une fois le lycée terminé. Moi, je voulais faire une mise à niveau en art appliqué pour me lancer directement dans la voie artistique et ma mère voulait que je commence par étudier le japonais parce que dans sa tête, si je parlais japonais, quoi qu'il arrive en termes d'art, même si j'arrivais à rien, même si je trouvais pas de travail, j'aurais toujours le japonais sur lequel je pourrais retomber, si tu veux. Donc elle pensait vraiment en termes de matériel, et elle a raison d'ailleurs. Mais ça a été un gros clash qui a duré 1 an d'engueulades constantes entre moi qui voulais vraiment poursuivre la voie artistique parce que la mana, le truc, c'est que une fois le lycée terminé, je sais pas si c'est toujours d'actualité ce que je dis, hein. Une fois le lycée terminé, t'avais que 2 ans pour pouvoir la faire. Après quoi, c'était foutu. Et si tu n'avais pas fait la mana, tu pouvais pas rentrer dans la plupart des écoles d'art appliqué publiques de France.
ou alors, à moins bien sûr que tu aies fait un lycée spécialisé, mais c'était pas mon cas. Donc j'étais vraiment pressée parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire pour atteindre mon objectif et que j'avais une fenêtre de temps plutôt courte à l'échelle des études supérieures. Donc quand ma mère me disait: «Non, non, il faut d'abord que tu étudies le japonais et tu pourras te concentrer sur l'art ensuite», c'est pas passé du tout. Mais une fois que ça s'est un peu calmé, ma mère a recommencé à me soutenir comme avant et ça a été un de mes c'est ma mère, c'est un peu ma mère qui est noire, je précise, c'est un peu mon agent. Dès que je sors quelque chose, c'est la première à parler de ce que j'ai fait, à montrer à tout le monde et cetera. Mais ouais, il y a eu ce moment de clash, de peur de sa part que je finisse à la rue, sans avoir rien à manger, ce qui est une peur, je pense, compréhensible pour un parent. Il peut paraître plutôt normal, pour tout parent, de s'inquiéter et de prendre des précautions sur l'avenir de son enfant, d'autant plus quand il emprunte une voie artistique. Mais cette extrême précaution est tout de même assez caractéristique pour les parents racisés. À ce propos, je vous conseille d'écouter le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Plus précisément, sur l'expérience globale de racisme qu'ils et elles retiennent, Kageri m'a donné quelques exemples concrets de racisme frontal. Si vous ne souhaitez pas entendre ce témoignage d'expérience, avancez d'environ 6 minutes. Dans des exemples concrets, je peux parler de la fois où j'habitais juste à côté de l'ancienne école et puis je voulais juste passer à la bibliothèque pour choper un livre un jour où j'avais pas cours. Donc j'y suis allé sans mon sac, sans rien du tout. Je suis rentré dans l'école et là direct, il y a eu une professeure. C'est marrant parce que elle est assez redondante dans mon parcours, cette professeure en question, mais le professeur m'a juste sauté dessus. Elle me connaissait pas parce que je l'avais pas en tant que prof à ce moment-là. Et elle me dit, d'une manière presque policière, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Vous allez où? Ben, moi, gentiment, je vais à la bibliothèque, je vais choper des bouquins pour avoir des références pour travailler sur ma BD, quoi. Ah, mais vous êtes vraiment étudiant ici? Je peux voir votre carte? C'est, j'ai montré ma carte, fin de l'histoire. Et c'est marrant parce que cette sensation-là, je pense qu'il y a vraiment que les personnes racisées qui le comprennent et qui le ressentent. Cette espèce de flicage, euh, ce petit côté, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être ici. C'était vraiment un peu le sous-entendu de la conversation. Ça m'avait marqué. Il y avait une autre fois aussi où, en termes de flicage, c'était avec un autre professeur pendant un cours où il y avait vraiment la moitié de la classe qui était sortie parce qu'on était tous sur des ordinateurs pour faire des recherches ou quoi que ce soit. Et il me cherchait moi, spécifiquement, en me demandant où j'étais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que je travaillais vraiment, est-ce que j'étais en train de juste de sécher une partie du cours. Alors déjà, ça m'a doublement agacé parce que j'étais plus vieux que la plupart de mes camarades de classe, vu que j'ai commencé plus tard les études. Donc c'est un peu bizarre quand t'as 25 ans et qu'il y a un mec qui te dit t'étais où, ça fait 5 minutes que je te cherche alors que toi t'es juste parti bosser sur ordinateur. Surtout que c'est toi qui payes. Et oui, voilà, il y avait cette sensation de flicage. J'ai aussi eu des remarques sur mon physique. Alors ça venait de certains élèves, mais je vais pas me concentrer sur les élèves parce que au final, les élèves, ça m'a pas tant marqué que ça. Et puis j'ai envie de dire, un élève, je m'en fous, quoi. C'était plus les représentants de l'autorité, enfin les professeurs ou l'administration ou quoi, qui sont importants dans les cursus scolaires, même si c'est mieux d'être dans un bon environnement, mais voilà. Et donc du coup, j'ai eu aussi des remarques sur mon physique de la part de professeurs. C'était pas des remarques agressives ou quoi que ce soit, mais il y avait un peu ce côté. C'est dur comme expression, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue en tête, ce côté zoo humain. Parce que le professeur m'a dit, et je cite, ah c'est marrant, tes bras ils sont super longs, enfin vos bras ils sont super longs, c'est assez marrant, vous devez venir d'une ethnie en particulier. Enfin c'est marrant, c'est fascinant. Il y avait vraiment ce côté, j'analyse la bête quoi. Et c'était très très malaisant. C'était pendant un cours où on devait faire des portraits. Chacun devait peindre. On était en binôme et chacun devait peindre en fait la personne avec qui il était. Donc du coup, enfin c'était particulier déjà parce que être modèle c'est quand même un travail.
il faut accepter de se montrer, voilà quoi, d'accepter que son corps soit traité comme objet d'étude entre guillemets. Donc on est forcément déjà un peu plus sensible par rapport à ça. Donc ouais, ça c'est mes expériences personnelles qui m'ont marqué. Après il y a toujours cette sensation à la première erreur, on te fait sauter. Même si c'est justifié, même si ta colère est justifiée, on s'en fout. On va te faire sauter à la moindre erreur. T'as pas le droit de lever la voix. Tu peux pas avoir tu peux pas pleurer au milieu d'un cours. Tu peux pas t'énerver parce que t'es déjà vu comme une personne un peu agressive parce que t'es un homme noir. Donc du coup, il y avait cette demande constante. Enfin, vraiment, j'en leur parlais en marchant sur des œufs, quoi. J'étais jamais complètement à l'aise. Bien sûr, pas tous les professeurs. Je tiens à le dire, vraiment, pas tous les professeurs. Il y en avait qui ça s'est très bien passé. Il y a pas, c'était pas une généralisation, mais ça ajoute une charge mentale. Quand tu es malade et que tu dois juste justifier tes absences parce que tu es malade, moi, pendant ma troisième et ma quatrième année, j'avais des gros problèmes au niveau du ventre et de l'estomac. J'ai été hospitalisé plusieurs fois. Et du coup, quand il faut expliquer, justifier ça, c'est pas facile quand tu as la sensation qu'on va remettre en question tout ce que tu dis. Cette sensation que l'on va remettre en cause tout ce que tu dis, c'est un sentiment bien connu de beaucoup de personnes noires. D'ailleurs, c'est là-dedans que réside souvent toute la difficulté de témoigner de racisme en France. Parfois, il y a un gars qui va venir te faire une blague raciste bien crasse, et là, la plupart des gens reconnaîtront la situation. Et encore, beaucoup d'entre eux diront « ça va, c'est que de l'humour ». Mais d'autres fois, le racisme est plus insidieux. C'est juste une sensation. Il n'y a rien de concret, rien de frontal. Et pourtant, on sait. Quand quelqu'un vous méprise, quand il ne vous apprécie pas, vous le sentez, non? Eh bien, pour les personnes noires, c'est la même chose. À force d'expériences racistes, à force de relations humaines bancales, on apprend à reconnaître les situations. On sait faire la différence entre quelqu'un qui ne veut pas de nous dans un job pour une raison légitime et quand il y a comme un doute. En France, quand on parle de racisme, le bénéfice du doute va malheureusement plutôt à la personne accusée de racisme qu'à la victime. Et comme le dit Kagheri, on est dans le pays du déni. On est vraiment dans le pays du déni un peu presque à ce niveau-là. C'est non, il y a pas de racisme. Je t'ai pas traité de sale noir, donc il y a pas de racisme. Mais par contre, entre toi et une personne blanche, si ton dossier est juste un tout petit peu mieux, je vais prendre la personne blanche. Mais c'est pas du racisme. Enfin, du coup, c'est très compliqué de jongler avec ça parce que ça empêche toute forme d'avancée. À la limite, moi, je préfère quelque chose qui est beaucoup plus où il y a une vraie confrontation parce que je sais que je suis dans mon droit étant donné que je me bats juste pour l'égalité des droits humains. Et à ce moment-là, on peut vraiment discuter et faire avancer les choses. Alors qu'en France, il y a vraiment cette notion du juste on n'en parle pas. On n'en parle pas et si t'en parles, tu prends juste la tête aux gens, donc tais-toi. Alors que certes, j'imagine que c'est chiant d'entendre parler tout le temps du racisme quand t'es une personne blanche, mais c'est encore plus chiant de le vivre. Donc voilà, c'est la frustration, c'est la culture un peu qui fonctionne au ralenti en France, quoi. Il n'y a pas de volonté de changement qui est vraiment explicite. Ça commence, ça vient des personnes racisées, bien sûr, mais globalement, en termes de société, il y a toujours ce réflexe du oui, mais non, moi je suis pas d'accord, j'ai jamais fait ça, donc tu l'as pas vécu. Oh, ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en sais? T'es pas à ma place, tu peux pas savoir. Kagheri est plutôt sûr de lui quand il affirme ses expériences du racisme. Je vous le disais plus tôt, je pense que c'est dû à l'âge plus tardif auquel il a commencé ses études, lui permettant d'avoir du recul sur la situation. Et c'est peut-être également un biais de genre. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette sensation qui ne passe pas, on a tendance à l'écarter, à être nous-mêmes dans ce déni dont il parle, à ne pas vraiment examiner ce qu'il nous est arrivé. On passe à autre chose. En fait, on n'ose pas vraiment se l'avouer. D'ailleurs, on n'a aucune preuve. Peut-être bien que c'est de la parano.
Cette hésitation sur la qualification de l'expérience raciste, on la ressent plus dans le propos de Nocturne. Je pense que mon expérience, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes noires qui sont passées par les études d'art vont avoir des histoires extrêmement brutales. Je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie, même si on dirait pas après ce que j'ai raconté, mais je suis quelqu'un de plutôt chanceux dans la vie et généralement j'échappe au plus gros aux agressions les plus violentes. Pour autant, ça a été la première fois où j'étais suffisamment âgée, je pense, pour vraiment comprendre ce qui se passait et où j'ai vécu genre une parce qu'il m'a vraiment marqué, une remarque raciste frontale de la part d'un de mes profs. Et ça m'a fait très bizarre, mais c'est beaucoup moins que ce que d'autres personnes auraient pu vivre. Donc là-dessus, je me considère plutôt chanceuse. Je pense que le racisme, c'était un peu plus subtil, dans le sens où, par exemple, on était des élèves plutôt divers, en tout cas de la France entière, mais où il y avait clairement un petit groupe de personnes racisées, où on était deux. Alors attends, donc quand même, il y a quand même beaucoup de candidats. On était sur les 60 élèves, parce qu'il y avait 2 classes de Mana. Sur les 60 élèves, au final, on était 3 personnes noires. Non, 4, parce que l'autre était dans l'autre classe. 4 personnes noires et 3 light skin. Et on avait tous je crois qu'en fait, on a tous abandonné. Maintenant que j'y pense, pas abandonné en cours d'année, mais dans le sens où je sais que donc l'une de ces personnes a complètement arrêté les études d'art après. L'autre aussi. Et la dernière, les 2 dernières, donc une autre fille de ma classe de l'autre classe et moi, on a aussi dû arrêter. On a tous été éjectés du système, en fait. Genre, on a fait 1 an et on a dit où on a été dégagés par le système lui-même en mode refus dans les autres écoles, etc. Ou on a juste arrêté parce qu'on avait des problèmes ou d'argent ou que ça nous menait nulle part, en fait. Et on n'a vraiment pas été aidés. Est-ce que après je sais qu'on a tous morflé cette année-là et je pense que mon cerveau a aussi un petit peu essayé d'oublier une partie de ce qui s'est passé. Mais donc je peux pas te dire comme ça avec certitude qu'on a subi clairement du racisme, etc. Mais je pense que c'est pas un hasard si on a tous été évincés de ce système, en fait. Et si je connais personne qui soit pas blanc, qui ait pas continué des études d'art. D'un côté, on a Kageri qui nous dit qu'il a la sensation qu'à la moindre erreur, il pourrait être éjecté. Et de l'autre, on a Nocturne qui se demande si c'est pas un hasard que toutes les personnes de son entourage ayant réussi à poursuivre dans cette voie soient blanches. D'ailleurs, pour Kageri, ça ne s'est tenu qu'à un fil, et il a dû faire preuve d'adaptation, entre guillemets. Entendre qu'il a dû se diluer, se lisser pour pouvoir poursuivre son cursus en toute tranquillité. Au-delà des notes, parce qu'au final, les notes, on s'en fout un peu. Mon travail, en particulier, en fait, je divise mon expérience vraiment en 2 parties. Il y a eu la partie licence sur les 3 premières années et après, l'année de master, qui sont vraiment 2 expériences que je diffère et du coup, les premières années de licence, au niveau de mon travail artistique, c'était vraiment compliqué parce que je me retrouvais avec, l'école est connue pour être très classique, très, 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 j'en rajoute un, très académique. Et du coup, les professeurs, la plupart sont en plus d'anciens élèves. Donc il y a vraiment une espèce d'effet microcosme.
qui peut être soit plaisant pour certains. Personnellement, moi, je trouvais ça super angoissant parce que du coup, toutes les personnes, vraiment les 3/4 du corps professoral, ils viennent de cette école, ils ont du coup la manière de faire de l'école, ils ont les références de l'école et du coup, ce sont des références franco-françaises, européennes et toi, t'arrives avec d'autres références culturelles, des choses un peu plus culture pop, du coup la culture congolaise, des écrits beaucoup plus anglais aussi, beaucoup plus tournés vers le monde anglophone. Donc il y avait vraiment une non-réception c'était un peu comme, enfin c'est balancer un caillou à la mer quoi. Il y avait vraiment une distanciation par rapport entre moi, ce que je voulais faire et ce dont je voulais parler et ce qui les intéressait eux. Et leurs références visuelles à eux. Par exemple, en bande dessinée, euh, c'est la bande dessinée franco-belge. Donc du coup, si tu fais pas de la bande dessinée franco-belge, c'est compliqué quoi. Par exemple, j'adore les animés. Alors je sais pas si c'est un truc un peu de la culture française, ce petit côté un peu snob, un peu on regarde de haut les autres, ce qui est fait un peu à l'étranger. Mais par exemple, je sais que les animés, les mangas, même si on était de plus en plus à aimer ça grâce au brassage des cultures et c'est plutôt cool. Personnellement, j'adore ça, j'ai grandi avec, mais c'est pas du tout quelque chose que tu pouvais mettre en avant euh, et espérer être valorisé. Pas du tout. Parce que ça ne leur parlait pas, juste c'était une génération avant qui n'a pas grandi avec ça, qui n'a pas connu ça, et ça leur parlait pas. Donc du coup, c'est un peu dommage. Au niveau artistique, j'ai mis pendant mes années de licence, sincèrement, de côté euh, ma culture africaine, ma culture aussi afro-américaine, parce que j'ai été extrêmement influencé par ça, la culture rap, la culture urbaine, comme ils disent. J'ai vraiment mis ça de côté pour essayer juste de survivre entre guillemets, parce que chaque année, si t'as pas assez de bonnes notes, tu sautes quoi. Sauf si t'aimes bien. Mais moi, j'étais assez neutre dans le regard qu'il pouvait avoir, donc à la moindre erreur, si je pouvais sauter, je sautais quoi. D'ailleurs, c'est plutôt drôle que Kageri nous parle d'animes japonais et de la culture manga dans ce qu'il a dû effacer pour se fondre dans la masse. Parce que, en tant que mangaka, Nocturne nous offre une analyse de classe plutôt intéressante à ce sujet. Ok, alors ça c'est super intéressant parce que non, c'était 50 Shades of White, hein, évidemment, évidemment. Oh mais attends. Et à ce sujet, j'ai vraiment une anecdote parce que mon expérience avec l'Académie européenne de manga a été extrêmement différente sur beaucoup de plans. Et je pense qu'un truc qui l'illustre assez bien. Alors, l'Académie européenne de manga, il faut comprendre que c'est une école qui au départ est basée en Italie et qui, par toute une histoire assez compliquée, venait d'ouvrir une branche en France. Et donc, j'ai rejoint ses cours, mais c'était genre des petits cours, tu vois. Je crois la première année où je l'ai fait, on était 2 ou 3 élèves. Et à partir de là, ça grandit, tu sais. Et je me souviens d'avoir vu une conférence. Attends. Je me souviens d'être allée à une conférence justement où ma professeure de l'Académie européenne de manga intervenait sur justement ces professeurs d'écoles privées de manga spécifiquement, ou des gens qui enseignent le manga. Et dans cette conférence, qui était faite par Eiji Otsuka. Alors, Eiji Otsuka, c'est un monument du manga, mais pas en tant qu'artiste, en tant que scénariste. Il a fait notamment MPD Psycho et Kurosagi. Et donc, il avait invité tous ces gens, ces professeurs d'écoles d'art, officielles, publiques, etc. Certaines privées, mais en tout cas, ces écoles prestigieuses d'art, d'art appliqué, mais d'art français, tu vois. Et il y avait tous ces professeurs d'écoles de manga spécifiquement. Et d'abord arrivent les professeurs des écoles d'art, et c'était que des mecs blancs. Que des mecs blancs. Il n'y avait même pas une meuf blanche, tu vois. Et ensuite, on appelle les professeurs
des écoles de manga. Et là, c'était des professeurs noirs, c'était des femmes blanches majoritairement. J'ai pas encore vu de professeurs de femmes noires enseigner le manga. Même si on me l'a proposé, ce qui est très touchant, mais c'était pas le bon moment malheureusement. Et des personnes arabes aussi. Et de voir ça m'a tellement... J'ai vraiment compris en fait la fracture qu'il y a entre le monde de l'art avec un grand A en France et le manga, parce que le manga en fait représente la culture populaire. Et cette culture, elle est très... Elle attire beaucoup de gens de backgrounds très très variés, et donc de différentes races et de différents genres. Et ça m'avait vraiment marqué cette image de la différence entre les gens qui enseignent l'un et qui enseignent l'autre, en fait. Voilà. Fin de la parenthèse. Pour en revenir à l'expérience de racisme subie par nos deux invités, il y a plusieurs choses assez déterminantes pour elle. Pour Kageri, il y a cette sensation d'être toujours sur le fil du rasoir qu'il nous décrit, cette sorte d'épée Damoclès prête à s'abattre sur lui au moindre écart. L'écart pouvant être tout simplement tomber malade. C'est quelque chose qui revient souvent dans son témoignage, et c'est à mon avis assez caractéristique de la condition d'homme noir. Par exemple, sur ma première année, du coup, je suis arrivé, je dessinais, c'est pas passé, mais j'étais là tous les jours, j'ai raté aucun cours, et puis ils sentaient que ils m'ont donné l'opportunité, entre guillemets, parce que je fais pas ça une autre opportunité, de redoubler. J'ai refait ma première année, du coup, ça se passait un peu mieux ou quoi que ce soit, et puis j'ai eu une appendicite qui s'est aggravée, et du coup, ce qui a fait que j'ai été hospitalisé pendant 2 semaines pendant les cours. J'ai reçu un appel aussi à ce moment-là en me disant qu'est-ce que tu fous, quand est-ce que tu reviens? Alors qu'ils bien évidemment, je les avais prévenus que j'étais à l'hôpital pendant 1 semaine et demie, que le médecin m'avait dit pendant 1 semaine de pas bouger. Et après ça, je suis revenu. J'ai eu des notes du coup plus que correctes, parce que je redoublais, donc forcément c'était plus simple pour moi. Et malgré ça, au moment du coup du passage entre la première et la deuxième année, ils m'ont mis en liste d'attente tout en bas. Je crois qu'il y avait 15 personnes ou un truc comme ça en liste d'attente, et ils m'ont mis en tout dernier en liste d'attente. Et du coup, la seule justification logique, c'était mes absences liées au fait que j'étais à l'hôpital. Et ça, c'est en plus du fait de subir un traitement différencié de la part du corps enseignant. Kageri nous parle d'ailleurs du rapport qu'il entretenait avec certains professeurs et l'administration de l'école. J'estime qu'on a quand même un assez bon instinct de survie. Et par exemple, on savait dans l'école qu'en fonction d'un certain professeur, il fallait dessiner ou faire les choses d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'école, le système de notation est extrêmement important. En première année, même si tu es pris en première année, en fonction de ton classement, tu dégages en fait si t'as pas des bonnes notes. Donc vraiment, la vie du professeur est un peu sacrée. Et les conséquences de ça, c'est que beaucoup vont faire ce qui plaît au professeur. Ou ne va pas remettre en question tout ce que dit le professeur. Alors que moi, je trouve qu'il y a des choses à prendre, évidemment, parce qu'il y a l'expérience qui parle, mais il y a aussi des choses à laisser, parce qu'elles ne correspondent pas à ton profil ou à ce que tu as envie de faire plus tard. Et du coup, le fait d'être mis, voilà, un homme noir pouvait faire que, en fait, exactement comme dans la société, le rapport avec certains professeurs était un peu plus froid, un peu plus, on va dire minimisé. Parce que exactement comme dans la société, quand une personne blanche rencontre une personne noire pour la première fois, moi j'appelle ça personnellement avec mes potes, on appelle ça le mouvement de recul. Ou alors là, c'est un peu le mouvement, du sac à main, tu sais, la petite vieille qui voit un noir et hop, elle tient son sac à main parce que il y a tout de suite cette sensation, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression d'être mis en danger. Et quand tu retrouves ça avec des professeurs, ça complique les choses, quoi. Après,
évidemment, je dirais pas de solitude parce que j'avais pas de problème social. Enfin, j'avais des potes, on s'entendait bien. Même si on est quand même mis dans un environnement extrêmement compétiteur, extrêmement fatigant. Donc du coup, socialement, ça devient vite, ça devient vite un peu épuisant. Mais par rapport aux élèves, j'ai jamais eu de problème en étant la seule personne racisée. Sachant que je fais partie de la communauté queer. Enfin, je m'identifie comme queer. Je trouve gay, le mot gay un peu réducteur, donc je préfère le mot queer maintenant. Et même ça n'a jamais posé de problème avec les élèves. Avec les professeurs et l'administration, c'était un peu plus pas de confrontation directe, mais je sentais qu'il fallait que certains professeurs, fallait que j'aille les chercher, quoi. La question de l'agressivité et de la colère perçue par les autres, chez les hommes et chez les femmes noires, est extrêmement particulier à la négrophobie. Pour Nocturne, c'est sa condition sociale qui a été déterminante dans son expérience en école d'art. Elle l'analyse comme étant un phénomène à l'intersection entre sa classe sociale et la condition noire de sa mère. Là, ce serait typiquement le moment de parler d'intersection entre classe et race, parce que la raison pour laquelle j'avais pas suffisamment d'argent pour me payer une école privée, par exemple, c'est parce que ma mère était en galère financière, et la raison pour laquelle ma mère était en galère financière, c'est parce qu'elle est noire. Ça, c'est, il y a pas de, là, pour le coup, parce qu'il y a vraiment aucun doute possible, parce qu'elle était engagée par une entreprise qui est, mais raciste as fuck, mais genre, bref, je vais pas donner de détails, parce que je vais pas donner de détails sur la vie de ma mère, mais voilà. Et du coup, tout ça a eu un impact, en fait, parce que pourquoi est-ce que je pouvais pas avoir, par exemple, un enseignement d'art avant d'arriver en mana, contrairement à tous mes petits camarades pétés de thunes? Parce que j'avais pas l'argent. Pourquoi j'avais pas l'argent? Parce que ma mère est noire, tu vois. Et genre, pourquoi est-ce que je pouvais pas pourquoi est-ce que je pouvais pas habiter dans un super appart? J'habitais avec ma mère, du coup, et son conjoint, et dans un appart qui est plutôt grand, mais quand t'es en mana et qu'on te dit genre ouais, expérimentez, faites des grands formats, etc. Bon, c'est assez limite, tu vois, en termes de place. Donc pourquoi est-ce que je pouvais pas avoir mon appartement à Paris avec tout l'espace que je veux parce que j'avais pas de thunes? Et c'est que des trucs comme ça, en fait, où tu te rends compte que vraiment le monde, dès la mana, en fait, la mana, c'est l'épuration entre le moment où on va dégager les gens qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas le bon background, qui n'ont pas les bonnes connaissances. Et forcément, le fait d'être, de pas être bourgeois et de pas être blanc et de pas être, enfin, ça joue, quoi, ça joue énormément. Et je me souviens de camarades de classe avec qui on discutait, où on se demandait souvent, parce qu'en plus, je viens de Mantes-la-Jolie. Donc, avec certaines potes qui étaient pas blanches aussi, on se demandait, parce qu'elles viennent aussi de banlieue, et on se demandait, vous croyez qu'ils nous ont pris parce que ça faisait bien dans leur école d'avoir des gens qui venaient de banlieue, etc. Et c'était une vraie question, tu vois, parce que on se posait la question régulièrement. Mais donc oui, tout ça, ça a joué sur mon burn-out, mais pas de la manière aussi directe que d'autres personnes pourraient le raconter. Je pense que c'est plus complexe, un peu plus complexe. Du coup, l'une des conséquences directes du racisme subi par les personnes noires, c'est que dans ces conditions, il est difficile de s'affirmer en tant qu'artiste. Donc c'est un peu compliqué de développer sa patte artistique dans un milieu presque agressif envers toi. T'as un peu la sensation de dessiner avec les menottes à la main. Enfin, t'es un peu gêné parce que tu veux pas trop essayer, tu veux pas trop oser, t'oses pas trop justement utiliser naturellement ta culture parce que tu dis putain, ça va pas passer et merde, encore une fois, j'ai mis beaucoup d'argent dedans, donc tu veux que ça passe. Et à la limite, t'oublies même pourquoi t'es rentré dans l'école, quoi. C'est assez désagréable. Et ça, du coup, c'était la sensation que j'avais pendant toute la licence. Et après, pendant le master d'animation est un peu différent. Il y avait beaucoup plus ce côté, ok, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire?
de quoi t'as envie de bosser dans quoi, t'as envie de faire quoi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'inspire. Et du coup, c'était vraiment la première fois où je sentais que je pouvais un peu puiser dans mes propres ressources entre guillemets et que je pouvais les mettre sur papier. Et à ce moment-là, ça a commencé à un peu se décanter, quoi. Que ce soit parce qu'on est bridé dans sa créativité par le poids de la culture légitime, ou parce qu'on est empêché par ses conditions matérielles, c'est pas facile d'être un artiste noir en France. À cela, on peut ajouter la peur d'être jugé sur des critères non objectifs. En effet, les professeurs peuvent avoir un regard fétichisant sur le travail des artistes noirs. Nocturne en a fait les frais. Je pense que outre cette fameuse remarque que dont j'ai pas tellement envie de reparler, mais c'est ce premier truc d'attaque frontale vraiment raciste où je me suis dit wow, ça c'est clairement du racisme et ça vient de venir d'un de mes professeurs. Il y avait aussi des trucs plus subtils comme par exemple, comment dire? J'ai souvenir de le point d'orgue, on va dire, de mon burn-out, ça a été après avoir cravaché pendant 1 an, et avoir fourni une quantité de travail que j'avais jamais fournie avant, j'avais ce professeur qui devait, évaluer, notre travail sur toute l'année et on pouvait pas vraiment choisir parce que tous les professeurs étaient très, étaient overbookés, quoi. Et quand il a vu mon travail, en gros, il m'a dit que c'était de la merde et que, j'avais aucun recul sur mon travail artistique, et que tout ce que je faisais, était, vraiment pas intéressant, enfin bref. Truc typique de professeur d'art. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'après, il m'a montré un dessin sur tous les dessins que j'avais fournis il y avait une vingtaine de carnets, je sais plus combien de planches, et cetera. Et il me montre un dessin. Et c'était un dessin dans un style extrêmement naïf, presque, qui est pas du tout représentatif de ce que je fais d'ailleurs, presque enfantin. Et il me dit, ça c'est toi, ça c'est vraiment ta personnalité profonde. C'est ce que tu devrais travailler parce que t'es doué là-dedans. Et je sais pas, ça, entre ça et ce que la fameuse remarque que j'ai pas envie de ressortir et d'une manière générale, la manière dont on était, dont les personnes noires sont vues dans le monde artistique, ce truc de je t'associe immédiatement à de l'art naïf, entre guillemets, m'a laissé un goût un peu bizarre. Je me suis longtemps demandé, et je me demande encore s'il y avait pas clairement, enfin non, en fait, je suis même convaincue qu'il y avait un biais racial, mais voilà, et c'était plein de détails en fait. Et après tout ça, après avoir brossé ce portrait du racisme dans les écoles d'art, on peut se demander que retire-t-on de cet épisode? Et plus globalement, par rapport au mouvement de la libération de la parole, de la multiplication des hashtags et de témoignages, que nous apporte cette visibilité soudaine et les dénonciations du traitement que l'on subit? Je suis tiraillé. Je suis tiraillé parce que je trouve que la dénonciation est importante. Je fais pas du tout partie des gens qui se permettent de faire un procès de la cancel culture parce que la cancel culture, elle est venue justement parce que les gens qui ont commis des délits, faut qu'on arrête, si on veut utiliser les bons mots, ce sont des délits, le racisme c'est puni par la loi, ne sont jamais condamnés. Et je parle de ça, mais on peut parler de tout, du sexisme, des violences, quoi, ça. Elles sont que très rarement condamnées. Dans certains cas, je crois même que parfois la personne peut être récompensée. J'ai oublié le nom de ce présentateur radio qui avait eu des propos racistes, ça avait créé polémique, et à la rentrée, il avait une place dans une émission de CNews. Donc du coup, c'est la frustration et la colère sont complètement justifiées. Et le besoin de passer par cette étape de dénonciation, je pense que ça permet d'enlever une certaine charge, un certain poids qu'on partage tous plus ou moins. Après, je trouve que ça peut provoquer un peu la sensation de tourner un peu en rond. Oui, c'est bien de dénoncer, mais j'ai tendance à vouloir me concentrer sur le positif et voir
vraiment créer des choses, s'organiser de manière différente pour créer quelque chose en fait de positif. Oui, il y a la dénonciation, mais il faut pas qu'il y ait que ça. Alors je pense que c'est en train de se mettre en place parce que les gens qui ont mis en place ces comptes, il y a des très bons comptes comme Décolonisons l'animation que je recommande, qui sont très intéressants. Et du coup, je pense que petit à petit, il y a d'autres choses qui se mettent en place dans le but moi, mon but final, c'est vraiment qu'il y ait une équité, en tout cas dans les milieux de l'art, en particulier dans le milieu du cinéma et de la culture, et que tout le monde, en fait, ait la place de raconter ses histoires. C'est tout ce qu'il faut. Et je pense qu'on est arrivé à un stade où, ok, c'est bien de dénoncer, mais maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on essaye de créer des studios, des espaces safe space pour les étudiants racisés qui sortent des écoles? Est-ce qu'on essaye de s'organiser, de créer des systèmes de bourses pour que les gens puissent faire leurs projets? Parce qu'on est face à des institutions, malheureusement, qui ne vont pas forcément nous aider. Donc c'est un peu à nous de se dépatouiller et d'essayer de faire les choses. Alors je crois que c'est en train d'être fait. Donc balance ton anime, je suis pas contre, mais évitons de tourner en rond, évitons que ça se transforme juste. Il y a un peu aussi ce côté voyeur chez une partie des gens qui suivent ça aussi. Il y a juste un petit côté un peu oh, regarde ce qu'il a vécu, mais derrière il y a rien de plus. Et j'ai peur aussi qu'il y ait un peu cet effet, un peu comme les manifestations que le gouvernement autorise, ce petit côté on compte là-dessus pour que les gens aient l'impression que ça y est, ils se sont plaints, ils ont sorti ce qu'ils avaient besoin de sortir, ils ont gueulé un bon coup. Fin de l'histoire, maintenant rien ne change, mais eux ils sont fatigués, c'est très bien, et on continue comme on a toujours fait. Et j'ai peur en fait que c'est un peu ce côté-là, les balances ton anime, c'est bien, mais j'ai peur que ça devienne quelque chose auquel les personnes qui continuent de perpétrer ce genre de délit comptent dessus. Que les institutions se disent ouais c'est normal. Un énième compte qui a été ouvert dans 2 semaines, dans 3 semaines, tout le monde aura oublié, mais on fait rien de concret derrière pour changer ça. Donc voilà. Je suis pas contre, mais il y a d'autres possibilités, d'autres choses à faire. Mais j'ai confiance, je sens que ça se fait. Donc il faudrait aussi mettre la lumière sur ça, sur les côtés, les choses positives qui ressortent de ça. Eh ben justement, si on passait aux propositions de solutions. Pour Kageri, avoir des professeurs un peu plus divers serait déjà une avancée. Euh, je pense que l'important serait vraiment d'avoir davantage de diversité au niveau des corps professoral, juste d'un point de vue technique pour être capable de raisonner en fait avec les différentes cultures des étudiants. Ce sont des écoles les 3 quarts ont été créées pour une population bourgeoise blanche, parce que ça a été créé par des bourgeois blancs. Pendant longtemps, moi, on m'a souvent dit pouvoir travailler dans l'art, c'est un luxe. On m'a souvent dit ça dans la famille. C'est vraiment, c'est un luxe, c'est une chance, et c'est pas un caprice parce que ça, là, tout d'un coup, ça devient négatif, mais c'est vraiment quelque chose où t'as de la chance d'être là. Et du coup, tu te retrouves dans un milieu qui n'est juste absolument pas fait pour toi. Et donc, c'est incroyablement galère, quoi. C'est comme avoir des chaussures trop petites et on te demande de courir le marathon. Donc, c'est assez frustrant. Donc, je pense que davantage de diversité au niveau des corps professoraux, ça peut aider. Ça peut aider juste. Ou juste une plus grande ouverture par rapport à différentes cultures. Le monde ne se résume pas à Tintin, thank God. Est-ce qu'avoir un professeur noir aurait changé quelque chose pour Nocturne? Elle est déjà plus partagée. Alors, je vais te dire un truc, ça aurait changé quelque chose pour moi si j'avais un professeur noir, avec des idées de gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que, j'ai eu alors, par la suite alors pas en études d'art justement, en études de japonais, j'ai eu des professeurs noirs et enfin, j'ai eu une professeure noire et pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui était aussi extrêmement, classiste et méprisante envers,
En fait, le truc, si tu veux, c'est que comment est-ce que tu rentres dans ces institutions? Qu'est-ce que Ça me paraît très difficile de réussir à enseigner de n'importe quel endroit de prestige, sans abandonner une partie de ton âme quand t'es racisé, si tu veux. Et je comprends les gens qui... Alors, en plus, si ça se trouve, ça se trouve, ils le font pas du tout de manière consciente ou quoi, hein, mais je comprends la volonté de t'élever et de survivre et de gagner ta croûte et l'envie de prestige. Mais je suis pas sûre que... Enfin, je suis pas sûre que les gens qui arrivent à ça, et qui arrivent à ça en ayant les honneurs de l'école en question, soient vraiment des gens en qui tu puisses avoir confiance. Je pense que on atteint un peu les limites de la solidarité basée sur la race seulement. Après, ça se trouve, peut-être qu'il y a quelque part, et j'espère pour cette personne, et j'espère surtout pour ses élèves, qu'il y a quelque part un ou une professeure noire qui soutient ses élèves non blancs et ses élèves noirs et qui les élève et les aide et voilà. Mais écoute, je suis pas sûre que le seul fait seulement d'avoir une professeure noire aurait aidé. Après, après voilà, peut-être, mais j'ai des sérieux doutes, tu vois. J'ai des doutes. En revanche, sur l'enseignement en lui-même, sur la façon dont on enseigne l'art en France, Nocturne fait un constat très intéressant. Elle nous explique qu'en fait, on t'explique rien. Il te faut les bons codes, les bonnes références. Ou alors, débrouille-toi tout seul. Une façon très élitiste d'enseigner l'art, finalement. J'ai juste envie, vite fait, de parler de la manière dont tout ça a été enseigné. Parce que c'est un truc qui m'a marqué, et je pense que c'est la différence majeure entre les cours que j'ai fait en Mana et les cours que j'ai fait par la suite. C'est que en Mana, c'était enseigné de manière à ce que on voulait pas non plus te brider dans ta créativité. Donc il fallait que tu découvres comment faire les choses par toi-même. Le problème, c'est que c'était noté à la fin et que les professeurs avaient des attentes. Donc, ils ne voulaient pas t'enseigner les choses directement, mais ils avaient des attentes sur ton travail. Et en fait, c'est un espèce de jeu de deviner ce qu'ils voulaient pour pouvoir avoir une bonne note, parce que les notes sont quand même importantes à la fin de l'histoire, tu vois. Et ça, c'était un peu cauchemardesque, parce que du coup, il fallait avoir le bon cadre, tu vois, les bonnes connaissances. Et si tu les avais pas, on n'allait pas te les donner. Ou alors, on allait te les donner de manière très détournée, et c'était jamais suffisant. C'était vraiment très anxiogène, cette manière d'enseigner où on ne te dit rien clairement, tu vois. Ça m'avait rendu un peu... ça participait à mon burn-out, en fait, tout simplement. Et si finalement, ce n'était pas vous, étudiants et étudiantes en art, qui pouviez avoir un impact sur tout cela, en ne vous limitant pas, en restant qui vous êtes, en faisant ce que vous avez envie de faire. Un des trucs qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé justement à l'Académie européenne de manga, donc ma professeure est une femme blanche et qui enseigne, qui a appris... son enseignement vient directement des professeurs japonais, parce qu'elle a étudié elle-même au Japon, et de la main de mangaka japonais. Et premier cours, on commence à dessiner. Et moi, ça faisait depuis déjà un moment que j'étais dans cette idée de représentation des personnes noires. Et du coup, première chose que je dessine, ce sont des personnes noires. Et là, ma prof a un bug. Ça me marque parce que c'était vraiment très... Elle se pose sur la modèle, elle regarde mon dessin, elle fait « Ah, c'est très bien !» Et puis, elle a une pause. Et elle repart à son bureau pour me laisser bosser. Elle sort une feuille. Et toute l'après-midi, elle l'a passé à dessiner des personnes noires, avec différentes coupes de cheveux, différentes formes de visage, etc. Et en fait, elle m'en a parlé, après, j'ai rien dit sur le coup parce que je suis une jeune fille polie, mais ensuite elle m'en a parlé et elle m'a dit « Mais tu sais que ce jour-là, tu m'as vraiment fait avoir une réalisation,
que depuis le temps que c'était aussi une possibilité et qu'il serait de bon ton quand même de pouvoir enseigner ça et que depuis le temps que je donne ces cours et depuis le temps qu'on m'a appris, etc., la question ne s'était en fait jamais posée. Et du coup, là, j'étais vraiment genre la personne qui lui a fait avoir un déclic en mode OMG, pas OMG, les Noirs existent, mais OMG, il faut penser à comment représenter les personnes noires. Et c'est vrai que, et c'est vraiment un truc qui m'a d'autant plus marqué que quand le cours s'est étendu et qu'on a eu de plus en plus d'élèves, et que parmi ces élèves, il y avait d'autres femmes noires, un truc qui m'a marqué, c'est que moi, je me dessinais et je dessinais des personnages noirs avec des traits noirs, des coiffures, des cheveux, etc., qui sont identifiables comme noirs immédiatement, et que les autres meufs du groupe dessinaient des personnages ou qui étaient carrément blancs, qui étaient white passing, on va dire, ou qui n'étaient pas identifiables comme noirs. Il n'y avait pas de traits noirs, mais parce que à aucun moment de leur enseignement, en fait, ça avait été une option, tu vois. Et cette expérience m'a vraiment marquée sur plusieurs plans. D'ailleurs, c'est aussi ce que vous conseille Kageri. Aussi, par rapport aux élèves, les conseils que je peux donner aux propres élèves, c'est ne pas renier ou étouffer sa culture dans le but de plaire. C'est quelque chose que je dis aux personnes racisées, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Parce que c'est une force. C'est une différence, du coup, dans ce milieu-là, mais cette différence est une force qui va nourrir ton art, qui nourrit l'art de manière générale. Et il faut pas hésiter à parler des choses qui tiennent à cœur, parce que le stylet va glisser beaucoup plus facilement sur la tablette quand tu dessines quelque chose qui te plaît sincèrement et qui te parle et qui résonne au niveau de ta culture. Alors, ça peut paraître évident dit comme ça, mais pour les personnes noires, ça ne l'est pas, parce que notre expérience est systématiquement vue comme spécifique. Nous n'avons pas le droit de prétendre à l'universel. Avec Kageri, on vous le dit, prenez ce droit. Nos histoires sont aussi universelles. On est souvent accusé de communautarisme. Dès qu'un artiste noir fait des œuvres qui sont centrées sur des personnages noirs ou qui se passent en Afrique, on est directement taxé de communautarisme, alors que pas du tout. Moi, ce que je fais, c'est pour tout le monde. Et oui, certes, ça va davantage résonner chez une personne noire parce qu'on a la même culture, mais moi, je ne regarde pas que des films où il y a des personnages noirs. De toute façon, t'as pas le choix, hein. On grandit dans un monde où on commence à peine à être un peu représenté, mais avant, ça s'imitait à Will Smith, quoi. Et voilà les rôles qu'il avait, Will Smith. Donc, c'est pas si moi j'arrive à regarder un film qui se passe aux États-Unis, à Wall Street ou au Japon et que j'aime beaucoup ça parce que ça ne me pose pas de problème, découvrir de nouvelles cultures, je vois pas en quoi l'inverse n'est pas possible. On en a déjà parlé de toute façon, mais personne ne s'est jamais plaint que les artistes japonais ou que les animés soient complètement imbibés de la culture japonaise. Personne ne les a jamais taxés de communautarisme ou leur a demandé de faire quelque chose de plus occidental. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Ou même au niveau d'un réalisateur précis, c'est tout le temps l'exemple que j'ai en tête, mais par exemple Martin Scorsese, les 3/4 de ses films, tu sens que ouais, il a grandi avec la culture italo-américaine, qui c'est un New-Yorkais pur et dur, et les 3/4 de ses films, les personnages ont tous cette vibe, là. Mais à aucun moment on a dit ouais Scorsese, tu fais chier, parle d'autre chose. Donc je vois pas pourquoi on imposerait ça aux artistes afro en fait. Après ma petite théorie personnelle, je pense, c'est que souvent du coup les œuvres noires, comme n'importe quelle autre œuvre, sont basées sur du vécu et que le vécu dans l'histoire noire, souvent les personnes blanches n'ont pas le beau rôle. En même temps, c'est l'histoire. Et donc du coup peut-être qu'il y a une gêne par rapport à ça, je sais pas, c'est possible peut-être qu'il y a une gêne par rapport à que la personne se sente mise en porte-à-faux ou mal à l'aise parce qu'elle est face à une œuvre qui parle du racisme. Enfin, personnellement,
j'ai pas de compassion à ce niveau-là parce que ça me fait un peu rire, même presque. Mais ça peut expliquer le pourquoi, dès que c'est une œuvre centrée sur les personnes noires, tout d'un coup, c'est communautaire. Ah, c'est pas pour nous. Et je trouve ça assez étrange. J'avoue que ça, c'est un mystère blanc que je n'ai pas encore résolu. Et c'est un mystère qu'on n'essaiera pas de percer, parce qu'ici, on se concentre sur nous-mêmes. Je pense, moi, personnellement, c'est sur ça que j'ai envie de me concentrer, quoi. Je comprends la colère, je comprends la frustration, mais je suis vraiment plus dans une vibe et dans une envie tu sais quoi, s'ils veulent pas qu'on soit à notre table, qu'on soit à leur table, eh ben vas-y, c'est pas grave, on va créer la nôtre. On va se débrouiller, on va faire nos choses et puis ça va être bien. Et il y a tellement de talent, tellement de potentiel inexploité chez ces personnes dont on ne donne pas la possibilité de s'exprimer. Et moi, je suis vraiment plus dans cette vibe-là. J'ai vraiment envie de voir plus de réalisatrices, de voir plus de réalisateurs racisés, juste parce qu'il y a vraiment un vivier d'idées complètement inexploité. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup l'afrofuturisme, parce que la science-fiction, on peut avoir l'impression qu'on a un peu tout vu, que ça se limite à Nolan, mon Dieu. Enfin, vraiment, il y a cette sensation, en tout cas moi je l'avais pendant un moment, que la science-fiction, on avait un peu fait le tour, alors que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis, en fait, j'ai découvert un peu du coup l'afrofuturisme via les écrits, parce que c'est un mouvement qui n'a pas été trop mis en scène, à part Black Panther, mais bon, Black Panther, c'est pas vraiment une œuvre afrofuturisme, mais c'est un autre débat. Et, et en fait, tu te rends compte de toutes les possibilités, de toutes les idées au niveau des auteurs, de tout ce qui n'a pas encore été mis sur l'écran. Et je me dis, mince, quoi, non, tout n'a pas encore été raconté. Donc moi, je suis vraiment dans une optique, dans une envie plus d'utiliser tout ce talent-là et de faire en sorte qu'il soit exposé. Et c'est sur ces paroles pleines d'espoir, de projets et de foi en l'avenir que j'avais envie de vous laisser. Je crois que ce n'est pas naïf d'affirmer que nous devons rester nous-mêmes, que nous ne devons pas nous renier et qu'il n'y a qu'en ayant confiance en nos propres ressources que l'on se tirera vers le haut. Parce que quand même, ce serait dommage qu'on finisse tous comme ça. Leur objectif, c'est genre, ouais, libère ta plume, etc. Mais en fait, ils veulent tous que tu dessines comme Bastien Vives, tu vois. Du coup, au final, t'as que des gens qui dessinent comme Bastien Vives. Anyway. Je remercie Nocturne et Kageri pour ces échanges. Si vous souhaitez les suivre, je mettrai leurs réseaux sociaux dans la description du podcast. @kager.i sur Instagram et @Nocturne Aeros, AEROS sur Gumroad pour suivre son manga. La couleur de l'art est produit par l'Acclameur Podcast Social Club, une association qui défend un modèle économique, social et solidaire du podcast. Autrice, Melissa Andriana Solo. Productrice, Pauline Moskowski-Wargli. Montage et mixage, Hugo Huberti. Générique, Bob Andria. Merci à Laurent Safou et à l'Afrolab pour leur accompagnement à l'écriture de cet épisode. Vous pouvez retrouver La Couleur de l'Art sur Facebook, Twitter et Instagram. @lacouleur de l'art tout attaché. À très bientôt.